Merci à tous les quatre. Avant de donner la parole à Bouygues, l'entreprise suivante, une nouvelle série de témoignages de ces jeunes qui évoquent les voies possibles pour faire bouger les lignes dans le monde de l'entreprise. Écoutez-les. Pour comprendre les modèles dans lesquels on évolue et leurs problématiques. Et ensuite, beaucoup de créativité, de travail d'équipe et leadership pour incarner les projets de demain. J'attends d'une entreprise qui s'engage pour le climat, qu'elle ne se déclare pas neutre en carbone ou comme visant la neutralité carbone, car cette notion n'a de sens qu'à l'échelle de la planète. En revanche, j'attends d'une entreprise qu'elle contribue à la neutralité carbone de la planète en réduisant ses émissions tout le long de sa chaîne de valeur, scope 1, scope 2, scope 3, en évitant des émissions à d'autres acteurs et en augmentant les puits de carbone. Pour moi, le défi d'une entreprise à horizon 10 ans, c'est de transformer son modèle d'affaires pour qu'il soit durable. Et pour ça nécessite de trouver de nouvelles solutions ensemble. Donc ça nécessite à l'échelle individuelle de prendre des initiatives, qui est une compétence en soi, et également de savoir collaborer, donc de bien communiquer en intermétier, de faire preuve d'intelligence collective et de savoir gérer des conflits. Et c'est désormais aux dirigeants de Bouygues de venir partager leur vision pour une nouvelle séquence Transfo Skills avec Olivier Roussat, directeur général, Jean-Manuel Soussan, directeur général adjoint et directeur des ressources humaines. Ils sont interrogés par Flore Ségalen et Guillaume Pernoud. Nous accueillons le groupe Bouygues. Merci messieurs d'être avec nous. Olivier Roussat, vous êtes directeur général du groupe Bouygues et Jean-Manuel Soussan, vous êtes directeur général adjoint en charge des ressources humaines. On va parler de la transformation et des compétences d'avenir d'un groupe pluridisciplinaire puisque vos activités sont tournées autour de 3 grandes disciplines, les télécoms, les médias et évidemment la construction. Et dans la construction, plusieurs métiers différents, les routes, les travaux publics, l'immobilier. Et justement, face à cette transformation dont on parle aujourd'hui, transformation digitale, environnementale, sociétale, comment est-ce que ces transformations impactent vos métiers ? Là, vous balayez relativement large quand vous prenez la totalité des 3 transitions. On en a à peu près pour 1h30. Je ne sais pas si ce qui est prévu. Bien, on a 2 heures. Bon, très bien. Donc, le premier sujet que l'on a quand on parle de la transformation digitale, dans les 3 domaines que nous avons, il y a 2 domaines qui sont très digitalisés depuis déjà de nombreuses années. C'est les médias d'un côté, les télécoms de l'autre. Et donc, la Fée digitale est en train de se pencher sur la construction. Elle a commencé par se pencher sur la construction au niveau de l'immobilier, puis elle remonte progressivement dans la chaîne. Mais c'est plutôt un phénomène qui est au début de son histoire, sur lequel on a tout à faire, et donc que l'on est en train d'organiser pour être capable de surfer au mieux sur cette transformation. Sur la transformation environnementale, là, à nouveau, dans nos 3 domaines d'activité, on a 2 domaines qui sont avec des empreintes carbone assez faibles. Alors, l'empreinte des médias est tout à fait petite. L'empreinte des télécoms est certes plus élevée, mais sans commune mesure avec celle que l'on a dans nos métiers de la construction. Et là, on a vraiment un bouleversement important qui est en train de se produire avec des modes constructifs différents, avec des matériaux que l'on doit utiliser qui vont être différents, avec une façon d'utiliser l'économie circulaire beaucoup plus. Là, on a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose sur lequel on est parti avec l'ensemble des engagements qui nous permettent d'être conformes à l'accord de Paris en 2030, et quelque chose qui embarque nos collaborateurs autant que nos modes de fabrication. Si on le fait principalement parce que quand on prend les 3 parties prenantes que sont nos clients, nos collaborateurs et nos investisseurs, on en a au moins 2 sur 3 qui sont très demandeurs. Les clients commencent à l'être, mais en tout cas nos collaborateurs le sont, les investisseurs le sont, et donc on a pris le taureau par les cornes en lançant un programme assez ambitieux qu'on l'avons lancé fin 2019. Et enfin, la transformation sociétale, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans l'évolution des appétences de nos collaborateurs, ce qui les attire, ce qu'il faut qu'on leur offre comme parcours. Là aussi, nous sommes une entreprise comme les autres confrontée au fait que globalement, les collaborateurs ont envie de changer beaucoup plus fréquemment, que les plans de carrière ne sont pas ceux que moi j'ai connus quand je suis rentré, quand j'ai démarré dans l'activité professionnelle en 88, et que les choses ont quand même beaucoup changé là-dessus.
Mais je pense qu'on y revient un petit peu plus loin. Beaucoup de changements et on comprend donc de par la diversité des métiers, des degrés d'urgence finalement un peu différents. Alors, Jean-Manuel Soussan, en préparant cette interview, vous nous avez beaucoup parlé de la question de l'employabilité, qui est peut-être l'angle que l'on peut prendre pour parler des compétences d'avenir. Alors, les compétences, elles changent, elles évoluent, il y a des nouvelles compétences qui sont nécessaires, mais je crois que vous avez une approche qui est de dire les nouvelles compétences, c'est très important, mais le plus important, c'est l'adaptation de ces compétences tout au long de la vie pour garantir l'employabilité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette approche ? Oui, très clairement, la vie professionnelle est longue. Le monde change très vite, donc il va avoir une capacité d'adaptation tout au long de sa vie professionnelle. Parce que sinon, on peut se retrouver en difficulté avec des problématiques d'employabilité, simplement, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle on travaille ou dans d'autres entreprises dans lesquelles on souhaitera aller. Et donc, c'est extrêmement important de faire passer le message à nos collaborateurs et leur faire comprendre, et puis leur faire des propositions et avoir des offres qui leur permettent de se rendre compte que plus que de savoir quelque chose à un moment donné, alors évidemment c'est important dans la compétence, il faut aussi déjà se projeter sur quelles sont les évolutions de demain et se préparer à les intégrer dans ces nouvelles compétences. Je vais prendre un exemple sur nos compagnons qui ont aussi une vie professionnelle qui est longue, qui ont des métiers qui sont difficiles. Alors les compagnons, peut-être dites-nous, Jean-Manuel Soussan, ce que c'est qu'un compagnon, parce qu'on n'est pas familier forcément de ce secteur, donc ce sont tous les opérateurs qu'on trouve. Tous les opérateurs sur le terrain, sur nos chantiers, qui ont un statut d'ouvrier, donc qui travaillent dans des métiers qui nécessitent l'utilisation du physique, je dirais, dans la durée. Et là, il y a un vrai travail qu'on est en train de réaliser dans nos différents secteurs de la construction dans le groupe, sur préparer nos compagnons à devenir autre chose demain et ne pas rester dans des métiers de force, entre guillemets, pendant 40 ans, parce que 40 ans de métier de force fait que on s'use, on se fatigue. Et donc, l'objectif, c'est de les préparer à devenir des chefs de chantier, donc moins exposés au travail aux charges, difficile, par exemple, lourdes, à la charge, pénibilité d'une manière générale. À la pénibilité d'une manière générale, mais aussi parce que tous n'auront pas la capacité de devenir des chefs de chantier, aller vers des métiers beaucoup plus, je dirais, d'expertise, entre guillemets, chantier, c'est-à-dire pour réaliser un certain nombre de tâches qui sont peut-être moins pénibles que celles pour lesquelles ils ont commencé. Moi, j'ai été très marqué quand j'ai participé au rapport Bellon sur le travail des seniors, sur tout ce que font les pays d'Europe du Nord pour justement considérer qu'un compagnon, un ouvrier qui commence sur un chantier à l'âge de 18 ans, ou 16 ans, 18 ans, 20 ans, ne devra plus l'être à l'âge de 45 ans. Et c'est vraiment ce travail que nous devons réaliser dans nos métiers de construction. Je voulais rajouter un point qui est une particularité du groupe dans sa globalité. On est globalement un groupe de services, que vous preniez les activités de construction, les activités de télécom ou les activités de médias. Quand je dis un groupe de services, c'est-à-dire que nous ne sommes pas, contrairement à ce qu'on écrit souvent, un groupe industriel, nous n'avons pas de procédé industriel, on n'a pas d'usine, enfin ou très très peu. Oui, parce que chaque chantier, par exemple, est différent. Chaque chantier est une aventure et local, humaine, avec un engagement très fort des collaborateurs. C'est le cas également dans les activités télécom, c'est le cas dans les activités médias. Et donc, de toute façon, la seule richesse du groupe, c'est son capital humain. Et donc, il faut, dans les métiers de la construction, on est sur des niveaux de marge qui sont entre 3 et 4%. Ce qui fait que vous arrivez à faire 3 ou 4, c'est l'engagement global des équipes qui donne les efforts nécessaires pour parvenir à le faire. Et donc, il faut absolument qu'on parvienne à garantir, avoir un engagement important de nos collaborateurs pour être capable de conduire nos chantiers dans de bonnes conditions. Et pour avoir cet engagement, ça signifie qu'il faut qu'on tienne compte de ce phénomène de vieillissement et d'être capable d'adapter ce que l'on demande, de l'anticiper et de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place malgré tout. Et au-delà de ces questions d'évolution des compétences métiers, compétences techniques tout au long de la carrière, on imagine que les transformations dont on parlait au début, qui sont multidirectionnelles, elles appellent aussi probablement un changement de mindset, un changement peut-être d'état d'esprit dans l'entreprise vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de son métier, vis-à-vis de son employabilité. Et quelque part, comment est-ce que vous voyez ce changement de mindset? Comment faire en sorte que les collaborateurs aient ce déclic
Et deuxième question dans ma question, quand on parle d'éthique sociale de l'entreprise, jusqu'où l'entreprise doit-elle aller ou jusqu'où peut-elle aller? Alors je pense que oui, au-delà de la compétence technique, qui doit être en permanence revisitée, entre guillemets, je pense aussi, et ça c'est quelque chose qu'on est en train de divulguer et de faire percoler dans le groupe, il faut en termes de comportement et en termes d'éthique sociale faire évoluer les choses. Ce qui se passait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la manière de manager, peut-être parfois un petit peu à la dure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire passer le message. Donc quoi, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Et d'ailleurs, on est extrêmement intransigeant dans le groupe sur ces sujets-là. Dès qu'on a affaire à des comportements qui ne sont pas, je dirais, adéquats, on est extrêmement sévère et on ne laisse rien passer. Mais il faut faire comprendre ça à l'ensemble des collaborateurs. C'est pour ça que d'ailleurs, on a un certain nombre de formations qui parlent de comportements managériaux. Et au-delà de ça aussi, faire comprendre qu'une entreprise, c'est la représentation aussi de la société, dans sa diversité, que ce soit sur les sujets de mixité. Alors même si c'est des sujets qui sont difficiles, dans le monde de la construction, c'est pas évident, je dirais, de pouvoir atteindre des niveaux de mixité importants, et pourtant on y travaille. Mais il faut que nos collaborateurs qui vivent un petit peu, qui peuvent vivre dans un vase clos, se rendent compte que le monde est en train de changer. Et dans ce qu'on doit leur amener aussi, c'est cette prise de conscience que on a affaire à des nouvelles générations, on doit se comporter différemment sur un certain nombre de sujets, et notamment dans le management, où c'est décisif pour continuer à être une entreprise attractive et puis avec une éthique sociale forte. Vous évoquiez, Jean-Manuel Soussan, cette idée assez concrète de développer des capteurs, c'est ça, chez vos managers, c'est-à-dire qu'ils soient capables de capter l'air du temps, quelque part, capter l'évolution des tendances de la société pour sans cesse s'y adapter et rester en phase finalement avec l'environnement. Mais au fond, c'est vrai qu'on a des amplitudes de travail importantes, on est très engagé dans nos métiers, on est très engagé sur les objectifs qu'on se fixe. Il y a un moment où il faut alors garder les pieds sur terre évidemment, mais aussi un peu lever la tête. Et c'est ces moments de respiration qu'il faut qu'on offre entre guillemets à nos managers pour leur faire comprendre que le monde change, avec des angles qui sont totalement différents. On les sort de leur quotidien. Alors ça peut se faire à travers des learning expeditions, ça peut se faire à travers un certain nombre de conférences pour qu'ils soient bien, je dirais, collés à la réalité et aux éléments qui sont en train de se transformer dans le monde. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir des collaborateurs qui continueront à être performants parce qu'ils continueront à capter ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on adresse des marchés. Et donc à partir de ce moment-là, il faut aussi qu'on comprenne nos clients, comprendre que les choses sont en train d'évoluer, et c'est le gage de notre performance dans la durée. Avec des transformations qui en plus sont souvent de plus en plus externes à l'entreprise, donc d'où l'importance de rester connecté avec son environnement et sortir de l'entreprise pour justement nourrir ses capteurs. Alors, Olivier Roussat. Je voulais rajouter, quand on parlait tout à l'heure des changements sociétaux d'une part et des conséquences de l'environnement d'autre part. Prenez un métier de la construction, on a quelque chose de tout à fait qui est en train de se produire, c'est de passer d'un mode de construction qui était très basé sur le béton à un mode de construction dans lequel on a par exemple du bois et du béton. Oui. Alors ça paraît anecdotique, ça l'est pas du tout. Ça veut dire que les modes de travaux sont complètement différents, les outils sont différents, la façon de travailler est différente, l'organisation du travail est différente. Et donc on a besoin de former des collaborateurs qui ont passé 20 ans dans un sujet avec la certitude de le maîtriser sur le bout des ongles et de leur dire dorénavant on va repartir à zéro et on va apprendre quelque chose de différent. Donc dans le mode de travail, y compris des collaborateurs, on a des ruptures extrêmement fortes, des choses qui tournent très vite. Et puis en même temps, on l'a dit tout à l'heure, dans le mode des managers qui pilotent l'ensemble de ces équipes, la nécessité de les ouvrir pour qu'ils aient bien conscience que le monde change. Dans nos métiers et particulièrement la construction, on a des structures qui sont assez hiérarchiques. Un patron de chantier est relativement omnipotent. Dans le passé, il était même omniscient. Alors, il est plus omniscient parce que les choses sont devenues complexes. Il doit apprendre à mieux écouter ce qui peut se passer de l'extérieur, mais il reste encore relativement omnipotent. Et ce côté omnipotent peut conduire à des choses qui sont parfois pas en adéquation avec ce que l'on souhaite maintenant dans l'évolution de la société. Et c'est tout ce travail qu'on est en train de faire pour rappeler dans les éthiques de management
ce que l'on doit modifier, avoir à l'esprit, parce que les attentes de nos jeunes collaborateurs, c'est évidemment pas celles de la génération que nous représentons tous les deux avec Jean-Manuel. Donc il s'agit de conduire finalement cette transformation. L'exemple que vous donnez sur l'évolution des matériaux, c'est ce que vit aussi l'automobile, où effectivement on passe du moteur thermique au moteur électrique le plus souvent. Donc on voit bien, donc c'est finalement des compétences qui sont vraiment des compétences cœur métier, techniques, et puis des compétences managériales. Alors vous dirigez un groupe, on l'a dit, qui est un groupe pluridisciplinaire. Alors ça c'est quand même assez intéressant, les métiers sont très différents. Vous avez dit, Olivier Roussat, en préambule, que les niveaux d'urgence n'étaient pas tout à fait les mêmes sur les questions, par exemple, de durabilité. Alors on peut se dire une des voies pour permettre aux managers, aux dirigeants de s'adapter à ces nouvelles transformations, de les prendre en compte, de développer leurs compétences, c'est peut-être de créer de la contagion positive, faut faire attention aux mots en ce moment, mais entre les différents métiers. Alors est-ce que c'est des choses que vous faites, la question de la mobilité entre les métiers du groupe, entre vos 3 métiers? Alors, la mobilité, c'est effectivement un moyen, comme vous dites, de propager une culture à l'intérieur du groupe. Ça, c'est mieux. C'est surtout un moyen de garantir que l'on connaît mieux ceux avec lesquels on travaille et qu'on a plus de facilité à bosser avec eux. Nous avons une culture très forte et on a des principes assez forts également, qui est que nous ne pratiquons pas l'intégration verticale. C'est-à-dire que typiquement, quand vous prenez une entité comme Bouygues Immobilier, elle n'est pas du tout obligée de travailler avec Bouygues Construction pour réaliser la fabrication des immeubles qu'elle réalise. Et d'ailleurs, elle réalise une petite partie de ses activités avec Bouygues Construction. L'essentiel, elle le fait avec d'autres entreprises. Donc, il est absolument essentiel, comme on n'a pas cette notion d'intégration verticale, que l'on apprenne à travailler entre nous. Alors, ça peut paraître simple, ça ne l'est pas. C'est plus compliqué de travailler en interne que de travailler en externe, parce qu'on a parfois le sentiment que le cousin que nous avons est en train de nous pousser et nous vend trop cher un truc parce qu'il a le sentiment qu'il est en marché protégé, ce qui n'est pas le cas. Et donc cette mobilité, elle nous permet déjà d'ouvrir nos collaborateurs et d'ouvrir à la compréhension des contraintes de l'autre. Et c'est un vecteur ainsi de diffusion de la culture. Mais on a quelque chose de beaucoup plus fort, que d'ailleurs Jean-Manuel incarne véritablement. Chez nous, la présence des RH est forte. Notre structure RH, elle est plutôt, je ne sais pas si on peut dire surdimensionnée, en tout cas extrêmement dimensionnée. C'est quelque chose auquel on tient parce qu'on considère que c'est quelque chose de tout à fait important. Ça nous permet d'avoir des voies de recours par les RH selon le mode de fonctionnement que l'on peut avoir. Et nous avons des séminaires de cohésion de RH qui permettent de diffuser cette culture à l'intérieur du groupe parce que nous sommes très attachés au fait que quel que soit le métier dans lequel nous sommes, il y a des valeurs que l'on retrouve, premier rang desquelles on met la valeur de respect, qui est quelque chose qui pour nous est tout à fait fondamental. Et ça se diffuse également par des troncs communs de population qui ont été formés de la même façon par des universités ou des séminaires que nous organisons. Donc on a la certitude qu'on leur dise qu'on a envie qu'ils écoutent. Et de cette façon, on a cette espèce de socle. On l'a dans 3 domaines. On l'a dans le domaine des RH, on l'a dans le domaine de la finance, on l'a dans une certaine mesure dans le domaine du juridique. Après, on a des choses qui sont évidemment différentes. Et ensuite, cette mobilité que l'on favorise, on la favorise parce que, également, quand on a des jeunes collaborateurs qui rentrent, on vend l'étendue du groupe, le fait qu'on soit dans près de 80 pays, qu'on soit à l'heure actuelle 130 000 et bientôt 200 000 collaborateurs, en disant vous avez plein de métiers possibles sur quasiment tous les continents. Mais pour être capable de rendre ça faisable, il faut qu'on l'organise. Quand je dis qu'il faut qu'on l'organise, ça ne se fait pas naturellement. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'on crée des opportunités, qu'on ait nos comités de carrière, en fait, qu'on ait un ensemble de choses qui fait qu'on s'organise pour que les entités qu'on puisse créer cette mobilité. Et pour nous, le gros intérêt de la mobilité, c'est garantir que nos grands métiers, nous en avons 5, travaillent mieux entre eux, se comprennent mieux et ont plus de capacité à travailler entre eux. Parce qu'encore une fois, peut-être contre-intuitif, mais ce n'est pas si simple de travailler avec les sociétés ensemble. Vous avez vraiment très souvent, trop souvent, le sentiment que peut-être l'autre essaye de tirer un peu la couverture à lui. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter avec cette mobilité. Tout en offrant aux collaborateurs des opportunités de carrière uniques à travers des métiers très différents, en fait. Alors, des parcours qui sont, on peut les envoyer dans des endroits dans lesquels ils n'ont même pas imaginé que c'était possible d'aller. Si vous faites, quand on refait les ponts au nord de Madagascar, c'est Indiana Jones pratiquement. Donc vous avez des parcours qui sont vraiment incroyables quand vous faites
La couverture de Tchernobyl, c'est un truc qui est tout à fait unique. Bon, il y a plein de choses différentes, dans plein de continents différents, dans plein de langues différentes, mais avec une règle importante pour nous, qui est un virage qu'on a pris déjà depuis quelques années et qu'on accentue. Nous n'avons pas vocation à projeter nos Français partout, nous avons vocation à permettre à nos collaborateurs du monde entier d'être mobiles. À nouveau, ça c'est un virage qu'on a pris, qui est une évolution d'une entreprise qui devient véritablement dispersée, mondiale, très internationale, et dans laquelle il faut qu'on puisse avoir des collaborateurs de tous les pays qui puissent aller dans n'importe quel pays. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on pratique beaucoup maintenant. Merci beaucoup. Donc une double mobilité à l'intérieur du groupe et puis une mobilité mondiale de l'ensemble des collaborateurs. Le temps imparti pour cette interview est déjà terminé, ça passait très vite. Dépassé, bon. Merci beaucoup de ce témoignage et d'avoir partagé avec nous vos enjeux de transformation. Merci. Merci beaucoup. Merci.